Bonjour à nos amis qui viennent de nous rejoindre de pays différents. N'hésitez pas à utiliser la session, en fait, l'onglet conversation pour nous dire qui vous êtes et de quel pays. Parce qu'aujourd'hui, on a changé de format. On est en mode webinar et donc il y a deux présentateurs, deux animateurs et puis le reste, on va dire des suiveurs, des spectateurs et ils pourront intervenir. Je t'interromps, cher, tout de suite pour dire qu'on entend là, les applaudissements pour le personnel soignant ici à Paris ce soir, parce qu'à Paris, il est 20 heures là actuellement. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Ouais, ça mérite de faire un petit break de temps, 10 secondes, ne serait-ce que pour les entendre, les écouter, parce qu'ils méritent vraiment cette ovation-là. Je t'aurais offert un Vuvuzela. Tu te souviens de la Coupe d'Afrique Absolument. Comme ça, toi, au lieu d'applaudir, tu vas utiliser ton Vuvuzela. C'est ça. Et on a un ami commun qui utilise parfaitement cet instrument, on va dire, de musique. J'ai des photos même de Cyriac Bougou avec sa Vuvuzela. Voilà, les applaudissements sont terminés pour ce soir et c'est devenu une tradition en l'espace de quelques semaines. Alors, ça nous permet de faire une transition très rapide sur notre session du jour, sachant qu'on est en confinement pour certains, en confinement pour d'autres. État d'urgence pour certains aussi, sachant, avec ce virus qui continue de ravager un peu le monde entier. Alors, cette session d'aujourd'hui rentre dans ce sens où elle va nous aider à donner plus ou moins des outils, une nouvelle façon peut-être de réorganiser le travail pour les médias et les détenteurs des médias. Elle sera animée par Philippe Couve, que vous voyez ici au niveau de l'écran, le petit sorcier des affectivistes. Il est ancien de RFI, donc père fondateur de Mondoblog, de Atelier des médias, avec des amis, Ziad Malouf et les autres. Il est un acteur incontournable de l'écosystème des civic tech parce qu'il est responsable, il est concepteur de plusieurs projets civic tech destinés, que ce soit pour l'Europe et pour l'Afrique. Et il est un acteur incontournable des médias parce qu'il est formateur en même temps et concepteur de projets orientés médias. Donc, il est partenaire de plusieurs organisations. Il intervient dans plusieurs projets et il est partenaire d'Affectivis aussi dans plusieurs projets. On a eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec lui. Et aujourd'hui, il va nous entretenir sur médias, comment organiser son équipe en mode de confinement et en mode télétravail collaboratif. C'est une session qui se veut interactive comme toutes nos sessions. La particularité, c'est qu'on est en mode webinaire et que ce mode webinaire présente plus ou moins les deux animateurs ou un animateur et le reste, c'est les personnes qui suivent et qui peuvent interagir ou intervenir à tout moment au niveau de la conversation. Sans plus tarder, il est 18h04, 18h05. Je laisse la parole à Philippe. Philippe, à toi et à tout moment, puisqu'elle va être interactive, on va te cliquer à tout moment qu'il y a une question. Merci beaucoup, cher. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous depuis Paris. On va donc parler de ce contexte un peu particulier qui est celui du confinement, alors plus ou moins sévère, plus ou moins strict, suivant les endroits où on se trouve. À Paris, actuellement, comme vous savez, il est assez strict et en France en général, impliquant pour beaucoup d'équipes de devoir se mettre au télétravail. Moi, je vais vous expliquer comment, dans mon expérience, j'ai mis en place le télétravail avant d'y être obligé. Et j'ai commencé ça, les premières expériences, il y a
pas loin d'une quinzaine d'années maintenant. Tu faisais référence tout à l'heure à RFI, à l'Atelier des médias, à Mondoblog co-créé avec Cédric Kalonji. Et on travaillait sur la première itération de Mondoblog, qui était une chronique dans une émission de radio. Mondoblog était une chronique de l'Atelier des médias. Et pour faire cette chronique, Cédric était en charge de la chronique. Il était à Lille, où il faisait des études de journalisme. Moi, j'étais à Paris, où je vivais et je travaillais. Et donc, on a fait tout ce travail à distance et on ne se retrouvait qu'une fois par semaine au moment du studio pour enregistrer l'émission. Pour le reste du temps, on travaillait à distance. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant, ça passe vite. Entre-temps, j'ai quitté RFI, j'ai monté samsa.fr et Samsa Africa, qui sont deux organismes de formation et de sociétés de conseil, l'une qui travaille en France et en Europe, l'autre qui développe ses activités en Afrique, auprès des médias, auprès des ONG, auprès des institutions, auprès d'entreprises aussi, pour les accompagner dans leur transformation numérique en tant que producteurs de contenu. C'est-à-dire qu'on conseille et on forme des gens pour savoir écrire pour le web et pour les réseaux sociaux, pour produire des vidéos professionnelles avec son smartphone, pour savoir produire des podcasts, pour savoir manager des équipes plurimédias. Et on fait aussi, tu l'as dit, sur le continent des études où on monte des projets dans le domaine des civic tech. Autant d'actions qui s'effectuent avec des gens qui sont à distance. Parce que les experts avec qui on travaille, les formateurs avec qui on travaille, ils ne sont pas nécessairement à côté de nous. Ils peuvent être dans un autre pays ou ils peuvent être ailleurs en France. Dans mon équipe, aujourd'hui, chez Samsa à Paris, il y a une partie de l'équipe qui vit en dehors de la capitale et donc on ne les voit pas tous les jours. Et donc, il faut organiser le travail. Et c'est cette expérience-là et les enseignements qu'on a pu en tirer que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai voulu faire le sommaire de mon intervention comme ça, et puis je me suis dit non, on ne va pas du tout faire comme ça. Le sommaire de l'intervention, il est très simple, c'est pourquoi il faut se mettre au télétravail, et ça viendra interroger votre ou vos motivations, et comment on s'y met de manière efficace. Et là, on va se pencher sur la question des outils. Et puis en conclusion, je vais spoiler déjà, je vous dirais que c'est à vous de jouer, et on verra comment vous pouvez lancer les choses. Alors, cette question du télétravail, on a l'impression que c'est un truc nouveau, mais moi qui ai longtemps été journaliste, le télétravail, c'est le propre du métier de journaliste. Le journaliste, il a pour vocation d'aller sur le terrain et de raconter, souvent depuis le terrain même, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et d'envoyer ses reportages depuis le terrain. C'est une forme de télétravail, bien souvent, même si on ne l'appelle pas comme ça et même si on ne le considère pas comme ça. Alors, chez Samsa, comment les choses se passent? Alors déjà, chez nous, il y a un principe qui est le principe de zéro mail. Les gens dans l'équipe n'échangent aucun mail entre eux pour le travail. Dans leur vie personnelle, ils font ce qu'ils veulent, mais pour le travail, on n'échange jamais de mails. Alors, on échange des mails quand on parle avec des partenaires, avec des clients, quand on parle avec des formateurs qui travaillent avec nous, etc. Mais entre nous, dans la communication interne entre nous, on échange zéro mail. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que le mail, c'est un outil qui n'est pas efficace. Je m'explique. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous débarquez dans votre boîte mail? La première chose que vous faites, c'est vous jouez à l'éboueur. Ah tiens, ça je le mets à la poubelle, ça je le mets à la poubelle, ça je garde, ça je mets à la poubelle, ça je garde, ça je mets à la poubelle. Qu'est-ce que c'est que cet outil où la première chose qu'on doit faire quand on arrive sur l'outil, c'est de jouer à l'éboueur? C'est comme si vous rentriez chez vous tous les jours et il fallait débarrasser des monceaux d'ordures avant de pouvoir enfin profiter de votre domicile. Donc ça, pour nous, c'est un outil qui n'est pas efficace et donc on a supprimé les mails internes. Deuxième élément, le confinement. Aujourd'hui, il nous impose, ou il impose à beaucoup le télétravail. Et je vous l'ai dit, pour nous, c'est déjà une réalité et c'est une réalité très intense depuis 5 ans déjà.
les premières expériences remontent à plus loin, mais depuis 5 ans, c'est en mode télétravail très, très régulier. Et puis, c'est un enjeu aussi pour ce qu'on appelle maintenant le monde d'après, parce que ça permet de limiter les déplacements. Alors, on sait que ça peut être un bénéfice quand on sait le temps qu'on passe dans les embouteillages dans un certain nombre de villes, que ce soit en Europe ou en Afrique. Ça permet de désengorger les villes et ça permet aussi de limiter la pollution. Et donc, c'est plutôt bon pour la planète. Alors, le télétravail, souvent, ça fait peur. Et en fait, il y a des bonnes raisons pour que ça nous fasse peur. Ça nous fait peur parce que, alors, si on est responsable d'une équipe, on va avoir l'impression d'un manque de supervision. On ne sait pas trop ce que les gens font. On ne les a pas sous la main. On se demande s'ils travaillent vraiment. De l'autre côté, on peut avoir aussi des membres de l'équipe qui se sentent un peu laissés à eux-mêmes, qui ne savent pas trop vers qui se tourner s'ils ont un problème ou s'ils rencontrent une difficulté dans l'exercice de leur métier. Donc ça, c'est un élément qui fait peur. Autre élément qui fait peur, c'est le manque d'accès à l'information. C'est-à-dire que moi, pour pouvoir travailler, je vais avoir besoin d'une information que détient mon collègue. Ça peut être des choses bêtes et méchantes quand on est journaliste. Ça peut être, c'est mon collègue qui a le numéro de téléphone de tel interlocuteur que je dois essayer de joindre. Ça, c'est un problème. Ou retrouver la référence de quelque chose qu'on avait déjà fait il y a quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois. Et je sais qu'à distance, je vais galérer, je vais perdre du temps à essayer de retrouver cette information. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut faire peur. Il y a aussi la peur de l'isolement. On sait que l'homme est un animal social, qu'il a besoin d'échanger, qu'il a besoin d'interagir. Et souvent, le télétravail fait peur parce qu'on se dit qu'on va manquer d'interaction, qu'on va manquer d'échange avec les autres. Tu peux en même temps mettre ton slide parce qu'il est figé sur la première page. Je ne sais pas si chez toi c'est bon. Oui, oui, mais la première page, moi je ne suis pas sur la première page, je suis sur celui qui dit que ça fait peur. Vous ne voyez pas ça? Non, non, les autres n'ont pas ça. À l'écran, on a juste la page de début. Alors, peut-être que je vais arrêter le partage. Voilà, là, on voit ton curseur. Maintenant, tu peux relancer. Alors, hop, alors attends. Voilà, là c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Okay. C'est top, parfait. Désolé d'avoir fait. Très bien, pas de problème. Pas de problème. Troisième ou quatrième élément, je ne sais plus où j'en suis, 1, 2, 3, oui, qui peut faire peur, c'est le risque de distraction à domicile. On le voit là en période de confinement avec les enfants. On sait que devoir travailler, devoir se concentrer quand les enfants sont là, ce n'est pas forcément facile. Et puis, parfois aussi, il y en a certains qui ont du mal peut-être à se discipliner à domicile parce que, je ne sais pas, quelqu'un va commencer une partie de jeux vidéo à côté et qu'on se dit, tiens, je vais aussi aller participer à la partie ou des choses comme ça. Enfin, il peut y avoir différents éléments et on peut avoir des distractions. Donc ça, ce sont des points qui peuvent faire peur. Et puis le dernier point, mais c'est peut-être le premier, c'est quand on a une connexion qui n'est pas forcément très fiable, qui n'est pas forcément très bonne et dont la bande passante n'est pas forcément ni importante ni régulière. Donc ça, ce sont des éléments qui font peur. Donc à part cet dernier élément sur la connexion, les autres, on va voir et je vais vous expliquer comment on peut essayer d'y faire face et d'y répondre. Alors, est-ce que là, je vais arriver maintenant à changer de page? Alors, le télétravail dont je vais vous parler, ce n'est pas le télétravail à la chaîne. Le télétravail dont je vais vous parler, c'est le télétravail collaboratif. C'est un télétravail où chacun n'est pas seulement un exécutant, mais aide aussi à trouver des solutions, aide à résoudre des problèmes, aide à faire évoluer la manière dont on travaille, etc. etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le télétravail collaboratif. Ce télétravail, il repose sur l'idée et sur le principe de l'intelligence collective. Si on devait résumer ça très, très rapidement, ça veut dire que tout le monde peut avoir des idées. Il n'y a pas que les chefs
qui ont des idées. Et ça, c'est bien dans l'esprit d'Internet, parce que l'Internet, il n'a pas été inventé, il n'a pas été décidé, il n'a pas été designé d'en haut par un grand Manitou qui a tout décidé, qui a tout dessiné, mais il s'est fait petit à petit à partir d'un cadre qui était fixé par des gens qui ont eu des idées, qui ont développé ces idées. Certaines ont connu la réussite, d'autres ont été un échec total, mais en tout cas, la mise en commun, le partage des idées, ça, c'est un élément très important et ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'autre idée clé de cette intelligence collective, si on veut qu'il puisse y avoir un collectif, c'est que chacun puisse être responsable. Cette responsabilisation des uns ou des autres, elle est très, très importante aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer ensemble. Enfin, il y a la question de l'émulation. Comment est-ce qu'en faisant une sorte de ping-pong des idées, on arrive à se motiver, à aller plus loin, etc. Et c'est tout ça qu'on va chercher à développer dans le travail collaboratif et dans le télétravail collaboratif. Mais cette idée-là, qui repose sur la mutualisation, en fait, l'échange et la mutualisation des compétences, en fait, on va y gagner. On va y gagner, mais il faut avoir conscience que derrière tout ça, il y a un certain nombre d'idées sous-jacentes qu'on exprime rarement, qui sont là. Ces idées, c'est des valeurs communes. Comment on peut faire équipe si on ne partage pas des valeurs communes? Donc, il est essentiel que les gens dans l'équipe partagent des valeurs communes. Il est important qu'ils se sentent associés au projet. Il est important qu'ils aient accès à la documentation des projets, aux informations. Il faut qu'ils aient accès aussi aux moyens de communication. Alors là, on est dans un webinaire. Par exemple, le moyen de communication qu'on a choisi, il y en a deux qui ont la parole en vidéo et les autres ont la parole seulement en texte. Ça, ce n'est pas très collaboratif, ou en tout cas, c'est un collaboratif un peu réduit. Pour différentes raisons, là, on est obligé d'aller dans ce dispositif. Mais dans un dispositif véritablement collaboratif, tout le monde aura la parole et aura accès aux moyens de communication. Donc ça, c'est très, très important. Après, les avantages qu'on en retire, ils sont assez nombreux. Normalement, la production, elle va gagner en qualité. Elle va être meilleure. C'est-à-dire que si on arrive vraiment à travailler tous ensemble, on va, par exemple, dans le cas d'articles, entre un article qui va être produit de A à Z par quelqu'un qui va travailler tout seul dans son coin et un autre qui va pouvoir être produit, bien sûr, il y a quelqu'un qui va l'écrire et qui va le porter, ou deux personnes qui vont le porter de manière plus étroite, mais s'il est discuté à différents moments, s'il est relu, s'il est édité par plusieurs personnes, on va avoir à la fin quelque chose qui va être de bien meilleure qualité. Puis comme on dit, je crois que c'est un proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose à garder en tête, et que le partage dans ce cas-là, il permet d'améliorer la qualité. Ça permet aussi de gagner du temps. On dit seul on va plus vite, mais en fait, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, lorsqu'il y a un moment de crise, une actualité extrêmement forte, où il faut que tout le monde se mobilise très vite pour être extrêmement réactif, si on arrive à collaborer en échangeant l'information très vite, on va gagner du temps. Toutes les organisations qui sont extrêmement pyramidales, extrêmement centralisées, ont des problèmes de réaction dans les situations de crise, parce qu'on attend que le chef décide. Et le chef décide, alors il doit prendre son temps pour décider, et en plus, souvent, il décide en n'ayant pas la vue sur l'ensemble des choses qui se passent dans ce moment de crise. Donc ça, c'est l'autre avantage, c'est celui de la réactivité pour résoudre les problèmes. Quand on est plusieurs à s'y mettre, on peut en général être beaucoup plus réactif. Et puis, le dernier point, qui est attesté par de nombreuses études, c'est que dans ce télétravail collaboratif, les gens affirment qu'ils sont plus à l'aise, ils se sentent mieux parce qu'on les sollicite, parce qu'on leur demande de participer, d'être véritablement partie prenante et pas seulement d'être des exécutants. Alors, pour que ça marche, il y a quand même un certain nombre de prérequis
Et le prérequis numéro un, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la connexion. Pour vous donner une anecdote, on a une membre de l'équipe chez samsa.fr qui est partie il y a 1 an, tout juste, s'installer pendant une durée d'1 mois à Bali, en Indonésie, pour travailler, pas pour des vacances. Enfin, elle voulait découvrir ce pays et en même temps travailler. Le premier impératif, c'est que à chaque endroit où elle décide de s'installer, parce qu'en plus c'est un parcours un peu itinérant, il fallait qu'il y ait une connexion de très bonne qualité. Et ça, on en a discuté ensuite avec un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, dans le monde notamment du développement informatique, les gens qui produisent ces services en ligne qu'on utilise, ils sont souvent des équipes extrêmement disséminées. C'est ce qu'on appelle en bon français les remote workers, les travailleurs à distance. Et parfois même, il n'y a pas véritablement d'équipe réunie de manière permanente à un endroit. Les gens sont disséminés là où ils sont, ou certains sont itinérants, et ils se retrouvent seulement 1 fois par an ou 2 fois par an pour échanger physiquement tous ensemble. Et ça fonctionne. La seule contrainte, c'est vous vous installez où vous voulez, mais l'endroit où vous décidez de vous installer, la connexion doit être très bonne. On doit pouvoir faire des conférences en visio de manière régulière et pas attends, il faut que je me connecte ou il faut que je change d'endroit pour me connecter, etc. Tout ça, c'est vraiment des difficultés qui rendent ensuite le travail à distance extrêmement lourd, extrêmement fastidieux et relativement inefficace. Donc, cette question de la connexion, elle est critique, elle est centrale. Le travail à distance, il ne peut pas exister de manière efficace si la connexion n'est pas bonne. Et là, moi, je n'ai pas de solution pour résoudre cette question de la connexion. On va pouvoir évoquer un certain nombre de solutions pour résoudre différents autres problèmes qui peuvent se poser, mais celui-là, il faut vraiment choisir de bons endroits et des endroits très, très correctement connectés pour ça. Donc ça, c'est le premier prérequis, parce qu'ensuite, il faut qu'on puisse établir une communication régulière. Il faut qu'on puisse échanger, d'autant plus qu'on le verra dans un instant, le fonctionnement en mode collaboratif est beaucoup moins hiérarchique. Donc, on a souvent son avis à donner sur ce que font les autres pour pouvoir enrichir, pour pouvoir y apporter des compléments, des critiques, des idées, des suggestions. Donc, pour ça, il faut être en communication très, très régulière. Il faut également qu'on puisse suivre la progression pour être sûr que quelqu'un n'est pas en train d'éparpiller ses efforts et a un peu perdu de vue l'objectif qu'on s'était fixé et qu'on s'était assigné. Et puis, la dernière idée dans ce domaine-là, c'est que le champ d'intervention de chacun va être beaucoup plus étendu que dans un mode classique, comme je l'ai déjà un peu évoqué. C'est-à-dire qu'on va devoir se préoccuper aussi un peu de ce que font les autres. Les autres vont nous solliciter, pas forcément hiérarchiquement, mais comme des collaborateurs. Alors, c'est ce qu'on fait un peu lorsqu'on est dans un bureau ensemble. Je vais voir mon collègue à côté, je lui dis, écoute, j'ai trouvé ça comme titre pour mon article, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est pas mal, non, on pourrait faire évoluer, etc. Et bien, ce dispositif-là, il doit être encore plus développé lorsqu'on est en mode à distance. La conséquence de ça, c'est que les frontières hiérarchiques, je dirais pas disparaissent, mais là où on était sur des choses très verticales, on a beaucoup plus d'horizontalité et on a moins de niveau hiérarchique. C'est-à-dire que les gens peuvent, bien sûr, chacun garde ses prérogatives, mais les échanges peuvent se faire beaucoup plus directement. Alors ça, c'est l'Internet qui veut ça de manière générale, mais c'est particulièrement vrai dans les modes de travail collaboratifs. Enfin, il faut que l'environnement, que le cadre qu'on pose soit lui-même collaboratif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit incongru, le fait que quelqu'un propose une idée, le fait que quelqu'un amène une suggestion, le fait que quelqu'un corrige quelque chose qui est
qui est défaillant, que ce soit une faute d'orthographe, que ce soit autre chose dans ce qu'on est en train de faire. Il faut que ça soit possible, il faut que ça soit encouragé. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure chez nous, de la manière dont ça fonctionne. Il faut que l'intervention bénéfique de chacun soit très fortement encouragée. Et puis le dernier point, le dernier prérequis, il faut qu'il y ait des outils appropriés. Et ça, on va y venir tout de suite. Quels sont les outils qui peuvent nous aider à mettre en place un télétravail collaboratif efficace? Alors, parmi ces outils, je vais d'abord parler d'un outil qui s'appelle Slack, qui est un outil qui permet la discussion. Parce que vous le savez, quand on est au bureau, quel que soit le bureau, on discute beaucoup avec ses collègues, on discute à la fois de sujets qui sont liés au travail, et puis on discute aussi de la vie, de la famille, des vacances, je sais pas, de ce qu'on va manger à midi, de la blague qui circule en ce moment sur Internet, etc. Et ça, c'est très important parce que on a besoin de ça. Nous, comme je le répète, comme animal social, on a besoin de ces échanges. Et ben Slack permet tout ça. Permet tout ça à des échelles qui peuvent être parfois relativement importantes. En ce moment même, là, au moment où je vous parle, avec cette crise du coronavirus, Covid-19, à Paris, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, c'est-à-dire l'institution qui regroupe tous les hôpitaux de Paris et de la région parisienne, a lancé un appel à l'aide pour avoir des compétences supplémentaires qui lui manquent pour gérer cette crise. Et pour organiser tout ça, ils ont lancé un Slack. Aujourd'hui, ce Slack regroupe près de 20 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui arrivent à échanger et à partager et à faire des choses efficaces, à lancer des appels à l'aide, à un besoin de compétences. On cherche des chefs de projet, on cherche des gens pour transporter des choses d'un endroit à un autre, on cherche des gens pour accompagner, mettre en œuvre des programmes de suivi de patients, etc. Et dans les 2 à 5 minutes, chaque demande d'aide trouve sa réponse par des gens qui, a priori, sont qualifiés et ont la compétence ou les moyens, en tout cas, pour répondre à ce besoin. C'est extrêmement important, c'est extrêmement impressionnant. C'est bien au-delà de tout ce qu'on peut faire chacun dans notre coin, mais c'est très, très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site qui s'appelle Volontaire. Si vous mettez volontaire APHP dans Google pour Assistance publique Hôpitaux de Paris, volontaire APHP, il vous amènera sur une page où vous pouvez demander votre inscription sur ce Slack. Ce qu'on voit ici, en tout cas dans la partie gauche, que j'ai cerclé en rouge, c'est que dans un Slack, il y a les messages au centre, et sur la gauche, il y a ce qu'on appelle les chaînes, ou en anglais les channels, où maintenant, la francisation, ça ne s'appelle plus des chaînes, ça s'appelle des canaux, un canal ou des canaux. C'est là où s'organise la conversation. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on peut vivre lorsqu'on utilise un groupe WhatsApp où toutes les conversations viennent se mélanger, et vous savez combien c'est pénible d'essayer de retrouver un truc qu'on a vu passer il y a 2 jours dans un groupe WhatsApp parce que tout est mélangé, toutes les discussions écrasent les discussions précédentes, enfin, les écrasent pas, mais les noient en quelque sorte. Là, en fait, la conversation, elle est organisée par, on va dire, peut-être salle de thématique générale. Ici, l'AP vous informe, donc ça c'est l'information que diffuse l'assistance publique. Ensuite, il y a des missions audiovisuelles. Donc là, c'est les gens, quand on a besoin de quelqu'un qui a des compétences audiovisuelles, on vient déposer la demande ici dans cette rubrique, et les gens qui sont intéressés pour fournir leur service savent que c'est dans cette rubrique, s'ils ont ces compétences-là,
qui peuvent intervenir. Ensuite, il y a des missions communication, il y a des missions gestion de projet, il y a des missions pédagogie, il y a des questions, il y a un tutoriel Slack, c'est-à-dire si je ne comprends pas comment ça marche, ils ont créé un tutoriel qui est vraiment bien fait. Et puis, il y a encore tout un tas de canaux. Moi, je ne me suis pas abonné à tous parce que je ne suis pas pertinent sur le suivi des malades, je ne suis pas pertinent sur tout un tas d'autres choses, mais on peut suivre. Donc, le principe, c'est que la conversation, elle est organisée par canaux. Comme ça, on peut aller directement à l'information importante. Ici, je vous en présente un autre qui peut vous intéresser, c'est le Slack des initiatives francophones pour lutter contre le Covid-19. Il a été lancé il y a quelques semaines par une équipe en Belgique autour de Damien Van Acter. Ça essaye de regrouper toutes les initiatives dans le monde francophone. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être à pas loin de 3000 personnes quand même sur ce Slack dans différents domaines qui s'activent pour faire de la prévention et pour aider à la lutte contre cette pandémie. Donc, c'est un outil, là encore, où tout est organisé, vous le voyez, dans les canaux qui sont sur la gauche, par thématique, de manière à organiser et que tout ne soit pas ensemble dans un grand foutoir. Là, je reprends encore ce qu'on retrouve dans les groupes WhatsApp quand ils deviennent un peu foisonnants. Si vous voulez rejoindre cette communauté Solidarité Covid-19 de la francophonie, je vous ai mis le lien ici et puis on pourra le partager peut-être tout à l'heure dans la conversation. Voilà, ça peut éventuellement vous intéresser. Maintenant, je vais faire un gros plan particulier sur les canaux tels qu'on les a conçus chez nous, chez samsa.fr. Donc, il y a beaucoup moins de monde que ça, puisque nous, on est une dizaine de personnes. Plus, il y a un canal dans lequel il y a tous nos formateurs, ce qui veut dire que dans celui-là, il doit y avoir une soixantaine de personnes. Plus, on a différents canaux dans lesquels on peut inviter aussi ponctuellement, pas sur l'ensemble, mais seulement dans certains canaux, soit des clients, soit des partenaires avec qui on travaille sur un projet particulier. Alors, je vais insister sur un canal qui existe par défaut lorsque vous créez un Slack. Alors ça, je ne l'ai pas précisé encore, mais Slack, vous pouvez l'utiliser de manière gratuite. La seule différence avec la version payante, c'est qu'il ne conserve que les 10 000 derniers messages et ensuite, au bout du 10 001e, eh bien, le premier est écrasé, il disparaît et on n'a donc que les 10 000 derniers messages. Si vous passez sur une version payante, l'ensemble, l'intégralité est archivée. Alors vous allez me dire 10 000 messages, c'est beaucoup. En fait, on y arrive très très vite, mais en tout cas, ça permet de tester et de voir si l'outil est adapté pour vous. Et lorsque vous installez l'outil, il y a un canal général qui existe par défaut et il y a un canal random qui existe par défaut. Random, ça veut dire au hasard, ou on pourrait traduire aussi par un peu n'importe quoi. Ce canal, il est très, très important parce que je disais tout à l'heure, on discute de la famille, on discute de ce qu'on a mangé, etc. Et ça, typiquement, ça vient se discuter dans ce canal-là. Ce qui veut dire que, et moi je pense que ce canal est très très important parce que c'est là où il y a de la vie, c'est là où il y a de l'humanité. On n'est pas seulement sur des choses très opérationnelles de travail. Et donc, c'est là où on fait les blagues, c'est là où on partage les mèmes ou les choses drôles qui circulent sur Internet, etc. Et donc, ça, c'est un canal très, très important. Mais vous comprenez bien qu'en le mettant dans ce canal-là, ça évite que ces choses-là, qui ne sont pas importantes pour le travail ou pour le projet, elles ne viennent polluer le reste. Mais elles y sont, et je répète, c'est vraiment très, très important, et il faut en prendre grand soin. Autre canal qu'on a chez nous, alors ça c'est le canal administratif pour gérer les choses administratives. Alors là, ce canal-là n'est pas ouvert à tout le monde. Pas aux 10 ou aux 50 personnes, etc. C'est seulement limité aux personnes qui ont à gérer l'administratif. Donc, on peut aussi définir un certain nombre de canaux privés parce qu'il y a des enjeux particuliers, je ne sais pas quoi, les fiches de paye, etc., qui peuvent circuler par là et qui n'ont pas vocation à être circulées pour tout le monde. Donc, vous pouvez aussi définir des canaux privés qui sont limités seulement à certaines personnes. Mais la règle,
veut que l'ensemble des canaux professionnels ou sur les projets soient ouverts à tout le monde, puisque je vous ai dit, l'idée, c'est d'être participatif. Chez nous, par exemple, il n'y a qu'un seul canal privé. L'ensemble des autres canaux sont a priori ouverts à tous. Autre canal qui est important dans une logique collaborative chez nous, c'est le canal relecture. Lorsque quelqu'un, et moi j'incite dans l'équipe tout le monde à le faire, et tout le monde le fait parce que c'est devenu une règle et c'est devenu une habitude, dès qu'on a quelque chose, que ça soit un mail qu'on envoie à un client, à un partenaire, on met le texte dans ce canal pour relecture. Donc, quelqu'un relit pour savoir s'il y a des fautes, pour savoir si on comprend bien ce que tu veux dire, pour savoir si c'est bien tourné, si c'est bien formulé. Moi, je mets aussi un certain nombre de choses à relire là-dedans. Donc, il n'y a pas de question de niveau hiérarchique. Tout le monde met des choses à relire dans ce channel. En revanche, il peut y avoir parfois besoin d'une relecture d'une personne en particulier. Je veux bien que tout le monde relise pour voir s'il y a des fautes, mais il y a quelqu'un qui connaît particulièrement bien ce dossier, qui connaît particulièrement bien ce problème, dont je veux que cette personne relise pour pouvoir me dire si je n'ai pas écrit une bêtise, si je n'ai pas oublié un point important. À ce moment-là, j'ai la possibilité dans Slack de notifier quelqu'un. Donc, je vais aller poster dans ce canal et je vais notifier la personne comme on notifie quelqu'un sur Twitter ou sur Facebook. On utilise le arrobase et le nom de la personne. Et comme ça, cette personne reçoit une notification, que ça soit sur son ordinateur ou sur son téléphone mobile, parce que bien sûr, il y a une application sur téléphone mobile qui nous envoie des notifications. Donc ça, c'est particulièrement important. Et ce channel relecture, il est chez nous particulièrement symptomatique de ce télétravail collaboratif où je ne suis pas tout seul dans mon coin, je peux faire relire tout un tas de choses qu'on écrit tous les jours pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur ou qu'il n'y en a pas trop en tout cas. Ici, c'est le canal formateur SAMSA, mais ça pourrait être dans certaines rédactions un canal pigiste. C'est-à-dire que ici, dans ce canal, il y a nos 50 ou 60 formateurs réguliers qui sont là et qui peuvent échanger entre eux, peuvent échanger avec nous, on partage tout un tas de choses. C'est très, très important parce que, par exemple, lorsqu'on se retrouve avec une galère technique au cours d'une formation, on peut aller poser, quand on est formateur, la question dans ce canal et on est sûr qu'on aura une réponse très rapidement parce que, tout simplement, il y a 50 personnes dans ce canal qui ont eu des expériences en formation, qui ont nécessairement rencontré plus ou moins le même bug et qui ont trouvé ou inventé un moyen de s'en sortir. Ça peut être aussi une discussion dans une rédaction avec les pigistes. On peut avoir tous les pigistes là et pouvoir avoir des discussions avec eux. Ils n'ont pas accès aux autres canaux, mais ils peuvent échanger là dans ce canal qui leur est réservé et échanger avec le reste de l'équipe permanente. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important aussi. Il y a, alors Slack est un géant américain, une entreprise de la Silicon Valley. Donc il existe des alternatives pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser ce genre de service dont les données sont hébergées souvent aux États-Unis. Il y a un site qui fait à peu près la même chose, qui s'appelle Flip, qui est hébergé en Estonie, donc qui répond aux normes du RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui est en vigueur en Europe. Il y a Rocket.chat, qui est un logiciel en open source qui est beaucoup utilisé par des développeurs. Si vous êtes plutôt Microsoft, il y a la solution Teams qui a été développée par Microsoft, où il y a une solution suisse qui est assez proche de ce que fait Slack et qui s'appelle Wire. Voilà. Je pense qu'il y aura peut-être des questions et je répondrai ensuite, on va passer le reste des outils en revue et je vous répondrai ensuite sur Slack et ses usages. La visioconférence, alors ça c'est très très important la visioconférence puisqu'on a besoin de voir les autres, c'est ce qu'on est en train de faire là et on sait que l'engagement qu'on peut avoir, il est différent quand on se voit ou quand on est seulement
au téléphone. Et moi, je considère qu'il y a des moments, même si on est à distance, il faut qu'on puisse se voir parce que la réunion, elle va être plus efficace, parce que l'échange, il va être plus efficace. Parfois, le téléphone suffit, parfois, l'échange texte suffit, un message suffit. Mais si au bout de 3 messages échangés, ce qu'on dit régulièrement, vous ne vous comprenez pas, il y a une ambiguïté, on ne parle pas de la même chose, etc., c'est bien de décrocher le téléphone. Et si on veut être sûr de vraiment lever l'ambiguïté ou si vraiment on veut bien poser les choses, on passe en visioconférence. Ça permet d'aller plus loin et de résoudre aussi s'il y a eu une incompréhension, un quiproquo, parce que ça arrive régulièrement à distance. Alors cet outil Zoom que nous, on utilise depuis je dirais, pas loin de 2 ans maintenant, de manière régulière, il est un peu controversé en ce moment pour des raisons de sécurité. Alors nous, pourquoi on l'a choisi? On l'a choisi parce que c'est un outil qui marche à peu près dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances. On fait énormément de visioconférences avec l'Afrique dans le cadre de nos activités sur le continent. Et c'est un outil qui gère très très bien les faibles bandes passantes ou les bandes passantes un peu erratiques. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. La deuxième raison, c'est parce que ça permet aussi, on ne rencontre pas de cas où Zoom ne passe pas, c'est vraiment extrêmement rare, alors qu'avec tout un tas d'autres solutions, et Skype pour ne pas le nommer, Skype entreprise en particulier, il y a plein de gens qui ne peuvent pas l'installer parce qu'ils n'ont pas les droits suffisants, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était les avantages de Zoom. Les inconvénients qui sont liés à cette simplicité d'usage, ça repose sur des choix technologiques radicaux, et ces choix technologiques radicaux, ils peuvent remettre en cause la confidentialité des échanges. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a si vous avez des conversations confidentielles ou avec des éléments de confidentialité à mettre en place, aujourd'hui, Zoom n'est pas forcément conseillé. Pour le reste, moi, je considère que ça reste un outil efficace et passe partout. Il y a des alternatives à Zoom, il y en a pas mal. Il y a Skype que j'ai mentionné de Microsoft aujourd'hui, puisque ça fait partie des solutions Microsoft. Hangout Meet, qui est mis en œuvre par Google. Teams, encore de Microsoft, qui a aussi une solution de visioconférence. Et une solution open source qui s'appelle Jitsi, que vous pouvez tester, qui est bonne, qui permet de... On n'a même pas besoin de créer de compte. Je crois qu'on peut le faire même sans créer de compte. On peut lancer très rapidement une visioconférence. C'est pas mal. En revanche, si vous voulez pouvoir enregistrer votre visioconférence, à ce moment-là, il va falloir aller sur des solutions qui sont payantes. Il y en a bien d'autres que celle-là que j'ai mentionnées, mais vous pouvez ça trouver en faisant quelques recherches sur Internet. Donc la visioconférence, je l'ai dit, il y a le langage non verbal, on voit si la personne sourit, on voit si la personne est animée ou pas, on voit si la personne a l'air d'aller pas très bien, on voit si la personne au contraire a l'air d'être joyeuse, on voit le niveau d'engagement. Lorsque vous êtes dans une réunion, s'il y a quelqu'un qui est complètement avachi, qui manifestement a le regard tourné vers le bas, qui est en train de regarder son téléphone pendant toute la réunion, vous pouvez le savoir ou au moins le sentir. Et puis, il y a tous ces signaux faibles. On peut voir plus facilement que quelqu'un ne va pas bien et donc pouvoir intervenir, ce qui au téléphone pourrait passer plus ou moins inaperçu. Et en tout cas, en texte, on ne le voit pas nécessairement quand on échange par mail ou par Slack avec quelqu'un. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un outil intéressant. Maintenant, pour la production. Alors, dans Slack, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'écrit pas d'articles, on ne fait pas de choses très compliquées. C'est vraiment pour la communication, les échanges. Les productions, elles vont se faire dans d'autres outils, et particulièrement si on est dans l'éditorial. La suite Google, les Google Docs, Google Tableur, Google, etc., vont pouvoir nous servir et être utiles. Je vais, parce que le temps passe et je voudrais qu'on ait quand même le temps de passer en revue quelques questions, je vais aller assez vite pour vous pointer, parce que je pense que vous les utilisez déjà, mais quelques éléments que vous ne connaissez pas forcément ou que vous n'utilisez pas forcément de manière optimale dans les Google Docs. Lorsque on crée un document,
on a, par défaut, on écrit en mode normal, mais on peut choisir des niveaux de titre. C'est important de bien choisir les niveaux de titre. Ça, c'est mon titre principal, c'est mon titre de chapitre, donc ça va être un titre 1. Ensuite, c'est un sous-chapitre, donc ça va être un titre 2, etc. De faire cette hiérarchie, parce que le fait de faire cette hiérarchie va permettre d'avoir ensuite une vision sous forme de plan du document. Mais avant ça, quelque chose que je ne vous ai pas dit et que j'avais prévu de vous dire, c'est qu'il faut toujours titrer ces documents de manière la plus explicite possible. Parce qu'au début, on s'en fout, on met n'importe quoi, on écrit vite fait le titre, etc., parce qu'on est pressé d'aller écrire la suite. Et après, des fois, on peut galérer, on peut passer du temps à essayer de retrouver son document. Donc, quand vous êtes en mode collaboratif, essayez d'écrire le plus en utilisant le plus de mots descriptifs possible, le moins d'abréviations possible, le titre de votre document. Pourquoi ? Parce que quelqu'un d'autre va avoir besoin un jour, à un moment donné, de ce document. Et il faut penser, quand on choisit son titre, quels sont les mots que la personne va rechercher pour trouver ce document. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des titres qui soient relativement longs et relativement redondants. Par exemple, en utilisant, si c'est sur le coronavirus, Covid-19, etc., en se disant que la personne qui va chercher un jour ce document, eh bien, elle aura peut-être ça en tête lorsqu'elle va faire sa recherche. Les niveaux de titre, donc ça, je vous en parlais, ça va permettre de créer un plan. Et le plan, vous voyez, c'est ce qui apparaît dans la partie gauche, là maintenant. Comme j'ai mis des niveaux de titre, le niveau de titre 1, c'est le télétravail collaboratif et les outils. Et le niveau de titre 2, c'est introduction, les avantages, etc. Là, je n'ai pas mis de texte dedans, mais vous voyez que si j'avais un très long texte, je pourrais avoir une vision d'ensemble du document de manière extrêmement rapide, ici dans cette partie à gauche. Autre élément important, je ne sais pas si vous les utilisez, mais on peut, sur chaque mot ou chaque sélection de mots, ou de groupes de mots, de paragraphes, etc., qu'on fait, ajouter un commentaire et que ce commentaire peut déclencher une discussion. C'est-à-dire qu'on peut discuter avec son équipe d'un titre, d'un mot, d'une idée, d'un paragraphe, d'une référence, de quelque chose qui manque, etc. Et la discussion, alors là, il n'y en a pas de discussion encore, parce qu'il y a seulement ma première intervention, revoir ce titre de chapitre pour le rendre plus accrocheur, mais on aurait pu avoir quelqu'un qui aurait dit mais non, je le trouve très bien comme ça. Enfin voilà, on peut engager une discussion ensuite. Ce qu'il y a en dessous, c'est autre chose. Ce qu'il y a en dessous, c'est j'ai attribué une tâche à un collaborateur. Donc là, de la même manière qu'on l'expliquait tout à l'heure sur Slack, on peut taguer quelqu'un, pareil, en tapant d'abord le arrobase et le nom de cette personne. Et ça veut dire que ça va faire une notification pour cette personne et que cette personne doit répondre ou doit corriger ce truc ou doit faire quelque chose par rapport à cet élément-là. Donc là, j'ai tagué quelqu'un et j'ai demandé est-ce que tu peux vérifier les dimensions légales. Donc j'ai attribué une tâche à quelqu'un. Ça peut être aussi très très important sur des vérifications, sur des choses comme ça. Autre mode qui est très très peu utilisé, alors ça se passe en haut à droite. En général, par défaut, on est en mode édition. Il existe également un mode suggestion. Le mode suggestion, c'est très très bien pour corriger. Lorsque je vois une faute d'orthographe, une faute de frappe dans un texte, c'est pas nécessaire que je mette ça en commentaire. Si je le mets en mode suggestion, l'auteur de l'article, il va voir un bout de texte comme ça qui est encadré en vert, comme le mot instantané, là, ici, et il pourra décider de valider cette suggestion. Donc, il n'aura qu'à cliquer sur la petite coche et la correction sera validée. Il n'aura pas à retaper la correction dont on lui a parlé en commentaire. Donc, la suggestion, c'est un peu mieux qu'un commentaire pour faire des corrections. Ça permet de gagner du temps. Mais vous voyez, il faut être sûr de sa correction. S'il y a un doute, il vaut mieux mettre un commentaire. C'est vraiment là pour les fautes de frappe ou les fautes d'orthographe quand on est vraiment sûr de son coup. L'une des inquiétudes que beaucoup de gens ont aussi, comme il n'y a pas de bouton enregistré sur Google Docs, c'est j'ai peur de tout perdre ou j'ai peur de tout casser, de faire une bêtise. Alors, on ne peut pas tout perdre à partir du moment où on est connecté et on ne peut pas tout casser parce que
toutes les versions du document et le document s'enregistre automatiquement très régulièrement. Elles sont disponibles. Vous voyez, lorsque je vais dans le menu Fichier, que je descends, je trouve un historique des versions et je peux afficher cet historique des versions. Et donc, je peux retrouver toutes les versions du document qui se sont automatiquement enregistrées et retrouver toutes les modifications effectuées par les différentes personnes qui sont intervenues sur ce document. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Autre élément important, c'est ce bouton « Partager » qui est en haut à droite et il faut bien gérer les droits d'accès au document. Donc, pour partager un document, vous pouvez le partager dans 3 modes différents. En mode modification, c'est-à-dire que la personne dont vous allez taper l'adresse mail ici pour lui partager le document, si c'est en mode modification, cette personne pourra tout modifier. Si vous partagez seulement en mode commentaire, cette personne ne pourra que poster des commentaires, mais ne pourra pas modifier le texte. Et enfin, si vous partagez en lecture seule, et bien comme son nom l'indique, les gens ne pourront que lire le document et ne pourront pas intervenir sur le document. Donc ça, c'est particulièrement important de bien gérer tout ça en fonction de ce que vous attendez des personnes avec qui vous allez partager ce document. L'autre idée, et je vais revenir un petit peu en arrière, c'est que quelque chose qui ne marche pas ou très très mal en travail collaboratif, c'est d'ouvrir un document blanc, de lui donner un titre et de dire à tout le monde « mettez toutes vos idées ». Alors ça ne marche pas bien. Soit les gens ne le font pas, parce que la feuille blanche, ça effraie un peu les gens, soit ça devient très rapidement un foutoir inorganisable, etc. Moi, ce que je conseille, c'est que la personne qui initialise le document, celle qui a pris l'idée à son compte en disant il faut qu'on lance une réflexion là-dessus, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, elle commence à organiser les choses. Elle commence à dire, ben voilà, il y a un premier thème autour de tel sujet, il y a un deuxième thème autour de tel sujet, il faut qu'on réfléchisse sur les dates et sur le calendrier, etc. Comme ça, les gens qui vont intervenir ont déjà une forme de cadre, quitte à ce qu'il évolue, ce qu'il soit modifié ensuite, mais c'est beaucoup plus facile d'apporter des inputs de la collaboration dans quelque chose qui est déjà un peu cadré. Donc, c'est là aussi où ça peut être bien d'arriver à segmenter un peu le premier document. Ce n'est pas forcément très, très long, mais d'arriver à mettre 2 chapitres et des sous-chapitres, etc. Ce qui va permettre déjà aux gens d'orienter leur collaboration et d'orienter leur fonctionnement. Autre chose qu'on peut faire, on peut collaborer sur des documents texte, des Google Docs, mais on peut aussi collaborer sur des documents tableurs, des Google Spreadsheets, comme on dit en anglais, Google Tableurs. Ça peut permettre de faire, par exemple, des plannings. Moi, je sais que je travaille avec des équipes où les gens ne sont pas là tous les jours, etc., parce qu'il y a des gens qui travaillent à temps partiel et où je ne passe pas mon temps à faire le planning. Je ne passe d'ailleurs aucun temps à faire le planning. Le planning se fait en mode collaboratif. Et puis, il y a tout un tas d'autres documents où les tableurs peuvent être utiles et qui permettent d'être gérés aussi en mode collaboratif. Et c'est bien plus riche et bien plus efficace. Ces documents, que ce soit les Google Docs ou les Google Tableurs, ils sont gérés dans un espace qui s'appelle Google Drive. Donc ça aussi, c'est très important de bien organiser ces documents partagés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai parlé tout à l'heure des droits de modification. Donc vous pouvez définir des droits de modification ou de partage et de collaboration sur un document. Mais vous pouvez aussi définir des droits de partage et de collaboration sur un dossier. Par exemple, là, ce dossier archive MH, je peux décider de le partager avec l'ensemble de mon équipe. À partir de ce moment-là, tout document qui va être créé à l'intérieur de ce dossier sera automatiquement partagé avec l'ensemble de mon équipe. Je n'aurai pas à repartager à nouveau chaque document en disant il faut le partager avec un tel, un tel et un tel. Donc, si on définit le partage au niveau du dossier, ensuite tous les documents qui sont à l'intérieur héritent
du même partage. Mais après, il faut être assez rigoureux dans son classement et bien savoir quels sont les droits de chaque dossier et ne pas partager des choses avec des gens avec qui on ne voudrait pas les partager. Voilà, il existe là encore des alternatives au Google Doc parce qu'il y a des gens, et légitimement, qui ne veulent pas travailler et donner encore plus de données à Google. Donc, la meilleure alternative aujourd'hui, je dirais, c'est Framapad, qui est un logiciel libre qui a été développé par Framasoft, qui s'est donné pour mission de dégoogliser l'Internet et donc qui propose un certain nombre d'alternatives à un certain nombre de services de Google, dont celui-là. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Dropbox, alors là, on est un peu dans la même configuration que Google. C'est aussi une entreprise de la Silicon Valley avec un certain nombre de questions sur le partage ou la protection des données. Mais bon, ils ont une solution qui s'appelle Paper, qui est aussi une solution collaborative. Il y a Word Online, qui est la solution de Microsoft, et Etherpad, qui est une solution open source que vous pouvez utiliser aussi pour partager des documents. Et puis le dernier outil dont je vais parler très rapidement, c'est Trello, qui est un outil de gestion de projet. Alors, comment ça marche et comment ça fonctionne, Trello? Ça peut être, par exemple, je vais prendre juste un seul exemple, c'est l'écriture d'articles. Ici, on est dans un mode où on a défini des colonnes. Ma première colonne à gauche, c'est ma colonne idées. Ce sont les idées d'articles que l'équipe propose. Ma deuxième colonne, c'est à l'issue de la conférence de rédaction. Parmi ces idées, il y a les sujets qu'on a décidé de lancer aujourd'hui. Donc là, ce sont les sujets lancés. Les idées, on ne les jette pas parce que peut-être qu'elles seront encore valables demain et on a décidé de ne pas les lancer aujourd'hui, peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens non plus de tout lancer, mais on peut les garder. Donc ensuite, ça devient des sujets lancés. Donc, des journalistes sont attribués sur ces idées. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait leur travail de reportage, d'enquête, etc., ça passe à l'écriture en cours. Donc, vous voyez que le principe, ça va être de faire glisser nos petites cartes là vers la droite d'écriture en cours. Ensuite, ça va passer en editing et correction. Et ensuite, ça va passer en validation de rédaction en chef et peut-être ensuite en maquette, etc. Voilà. Donc, à chaque étape, par exemple, si moi, je suis un éditeur ou un correcteur, si je vais sur ce tableau Trello, je sais qu'actuellement, j'ai 3 articles à relire, un reportage à l'hôpital, un autre interview d'un épidémiologiste de l'Institut Pasteur. Et une fois que j'aurai relu ces articles, je vais pouvoir faire passer les petites cartes à droite en attente de validation. De la part du rédacteur en chef. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces petites cartes là qui sont toutes petites, on peut mettre plein d'informations différentes qui correspondent à la tâche. Et ces informations, alors elles sont, vous en avez un aperçu ici, ça c'est en quelque sorte, si je tire une carte, je peux lui mettre une description très détaillée, je peux mettre un lien qui pointe justement vers cet article qui a été écrit dans Google Doc, je peux mettre une checklist s'il y a un certain nombre de choses à faire par rapport à cette tâche-là en particulier, je peux mettre une date limite de rendu avec 1 heure si on veut, je peux assigner des personnes spécifiquement sur cette tâche. Enfin, ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et donc, c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant pour juger la progression du travail et que tout le monde ait une vision partagée sur le travail en cours. Là aussi, il existe une alternative qui s'appelle Framaboard, qui a été là aussi mise au point par Framasoft dans le projet de dégoogliser l'Internet, même si là, ce n'est pas un outil Google, mais c'est un outil Trello, pareil, de la Silicon Valley, etc. Et donc, il y a cette alternative qui permet aussi. Conclusion provisoire, il n'y a pas de magie dans le monde du télétravail collaboratif, il n'y a que de la pratique et il n'y a pas une bonne solution théorique, il n'y a que des solutions pratiques qui marchent, donc il faut vraiment tester, il ne faut pas tout tester en même temps, il faut tester petit à petit, mettre en place les briques les unes après les autres, mais ça peut être extrêmement utile et c'est extrêmement puissant.
Et dernière mise en garde, les outils collaboratifs ne font pas collaborer celles et ceux qui ne le veulent pas. Ma grand-mère, elle disait, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ce n'est pas l'outil qui va régler des problèmes de gens qui ne veulent pas collaborer, qui ne veulent pas échanger entre eux. Ça, c'est un problème qu'il faut régler par ailleurs. L'outil, il va aider, il va donner une dimension supplémentaire à des gens qui veulent collaborer, qui sont prêts à collaborer. Mais en revanche, il ne va pas résoudre par magie les problèmes humains qui peuvent exister dans une équipe. Voilà, c'était tout pour cette partie qui a été un petit peu trop longue. Et je te laisse me dire, cher, parce que je n'avais pas la vision sur le chat, s'il y a des questions. Alors, déjà, merci beaucoup, Philippe, pour cet exposé assez riche. Moi, j'ai appris aussi énormément de choses et je peux confirmer que les outils collaboratifs nous ont souvent aidés, toi et moi, dans certains projets. Pour certains projets qu'on a eu à développer, notamment avec Google Doc, où il a été très simple pour nous de rédiger un document avec un plan détaillé. Chacun s'occupe d'une partie et au bout de d'une séance de travail, on était à 46 pages. On avait déjà tout bouclé. Donc, c'est très, très, très intéressant. Slack aussi, on l'utilise beaucoup. Il y a toujours énormément de choses à apprendre dans Slack et je pense que c'est l'un des outils pour le moment qui constitue en quelque sorte une sorte d'alternative pour le travail collaboratif et à distance, puisque ça permet effectivement de collaborer sur énormément de choses, mais d'avoir l'historique et de revenir sur certains points et avoir plus ou moins des discussions de bureau, des discussions de couloir, voilà, avoir un peu l'environnement de travail classique en vrai, mais l'avoir en virtuel cette fois-ci. Les questions, il y en a. J'ai essayé de répondre à certaines questions pendant que tu parlais, mais il y a une qui nous a été envoyée qui demande dans quelle mesure pourrions-nous avoir un accès aussi prise en charge, entre parenthèses, à 100% au nouveau cycle de formation à distance dédié à la transformation digitale et aux nouveaux médias proposés par SAMSA. Donc, voilà. Malheureusement, ça repose sur un dispositif qui a été mis en place en France pour les salariés qui sont salariés en France et qui sont aujourd'hui soumis à ce qu'on appelle l'activité partielle, qui est en fait du chômage technique, qui ne peuvent plus travailler. Et dans ce cadre-là, ce dispositif pour la France prévoit la prise en charge des formations. Et malheureusement, ça ne concerne pas les autres pays. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va profiter de cette opportunité pour développer un certain nombre de formations qu'on essaiera ensuite de mettre à la disposition de nos partenaires, voilà, dans des conditions qui restent encore à déterminer. Mais l'idée, c'est que ce qu'on sera amené à développer ici en France, on puisse en faire profiter au-delà des frontières. Mais c'est encore un peu tôt pour en parler. Okay. Il y a une question qui demande quels sont les outils parmi ceux proposés, lesquels sont gratuits. Bon, je pense que la réponse... Alors, tous ont une version gratuite. Slack, je l'ai dit, a une version gratuite qui permet de conserver 10 000 messages, les 10 000 derniers messages. Donc, ça vous permet au moins de le tester et de voir si l'outil est approprié pour vos usages. Google Doc, c'est gratuit. Trello, il y a des versions gratuites qui vont assez loin, je crois, je ne me souviens plus dans le détail, mais on peut l'utiliser. Et autrement, les versions dont j'ai parlé, développées par Framasoft dans leur opération dégoogliser l'Internet, sont gratuites. Quant aux outils de visioconférence, Zoom a une version gratuite et la plupart d'entre eux aujourd'hui ont des versions gratuites assez étendues en période de coronavirus. Ça, c'est un commentaire que moi, je vais faire sur ce que tu as proposé. C'est pour dire en fait à nos spectateurs que les outils proposés ici, c'est des outils que toi déjà tu utilises dans le cadre de ton travail et que tu as déjà expérimenté. Ce n'est pas juste des outils que tu as appris sur Internet et que tu es venu présenter. Non.
Non, non, ça, on travaille avec et je dois être aujourd'hui dans une dizaine de Slack différents sur des projets différents. Là, je vous ai parlé principalement de celui de SAMSA, mais il y a d'autres projets, il y a d'autres endroits, d'autres cercles, etc. Et donc, non, non, on travaille véritablement au quotidien avec tous ces outils. Une question qui vient du Mali. Bonsoir, je suivis avec intérêt. Ah non, c'est pas. Voilà. La question, c'est par exemple, moi, je suis le Donny Block de la communauté des blogueurs du Mali. Si nous voulons avoir une formation avec SAMSA, c'est quoi les démarches? Je pense qu'il faut que tu laisses ton adresse. Euh, oui, oui, oui. Alors, j'avais donné tout à l'heure mon compte Twitter. Ou sinon, vous pouvez m'écrire sur contact@samsa.fr. On a régulièrement des missions de formation qui sont mises en œuvre à l'initiative d'opérateurs internationaux de la coopération, notamment dans le domaine des médias, qui peuvent être CFI pour la France, qui peuvent être Free Press Unlimited, qui est basé aux Pays-Bas, qui peuvent être IMS, International Media Support, qui est basé au Danemark, qui peuvent être l'UNICEF aussi, avec qui on travaille, ou la Fondation Hirondelle. Donc, c'est plutôt dans le cadre de ces missions, parce que nous, on est une petite entreprise, donc on n'a pas les moyens de financer, donc on répond en fait à des appels, à des besoins que ces opérateurs internationaux ont pour dispenser des formations dans les domaines de spécialité qui sont les nôtres. Donc le plus simple et le mieux, c'est peut-être d'essayer de se rapprocher de ces opérateurs ou de répondre aux appels à projets qu'ils lancent assez régulièrement. OK. Il y a une question qui s'interroge sur la sécurité des données compte tenu du modèle gratuit de la plupart des outils qui sont proposés ici. Donc, la question c'est comment nous Alors, protéger et pouvoir bien utiliser ces instruments. Alors, c'est une très très bonne question et je l'ai mentionné à plusieurs reprises en soulignant le fait que un certain nombre de ces outils étaient produits par des entreprises de la Silicon Valley dont on ne sait pas exactement ce qui est fait avec les données. À chaque fois, j'ai essayé de vous proposer des alternatives qui permettent, notamment tout ce qui est du domaine de l'open source, de ne pas être dans ce domaine lié soit à des utilisations commerciales, soit à des utilisations étatiques des données. Si vous travaillez effectivement avec des données sensibles, c'est très très important de vous poser cette question. Voilà. Après, il peut aussi y avoir des mesures, mais ça c'est plus ton rayon, cher, de gestion différenciée d'un certain nombre d'informations pas très sensibles qu'on va utiliser à certains endroits et de passage sur d'autres modes et d'autres outils de communication dès qu'on sait qu'on commence à toucher à un sujet sensible. Mais là, j'ai plutôt envie de te laisser toi répondre. Oui, moi, ma réponse, elle va être courte. Je vais dire tout simplement que l'achat d'une licence pour un outil informatique ne garantit pas la sécurité des données qu'on dépose au niveau de l'outil. La sécurité, c'est au-delà de la licence qu'on achète pour l'usage de l'outil. C'est une logique, c'est une politique et c'est tout un tas de dispositifs, que ce soit humains, techniques, qui doivent entrer en jeu. Après, bon, on pourrait avoir une session sur la sécurisation des données sur les outils collaboratifs ou le travail collaboratif. Ça peut être l'objet d'une autre session, mais pour vous rassurer, acheter une licence ou utiliser un outil gratuit ne garantit ni chez celui qui vend, ni chez celui qui propose gratuitement, ne garantit nullement la sécurité. Il y a une question qui est posée par Aïcha Dabo qui te demande, est-ce que au niveau de SAMSA, avec vos outils de travail collaboratif, vous avez des heures précises de travail pendant lesquelles toute l'équipe est connectée et vous êtes en ligne, ou est-ce que c'est vraiment libre?
Alors ça, c'est très important parce qu'on reste quand même dans le cadre d'une relation de travail. Donc, grosso modo, suivant les postes, mais c'est de 9 heures à 17 heures ou de 9 heures à 18 heures, suivant un peu les profils, voire un peu plus de temps en temps. Euh, on essaye de, comment dire, alors ça, on essaye de le respecter le plus possible. Après, on essaye aussi d'avoir de la souplesse. C'est-à-dire que l'avantage aussi du télétravail, c'est que si quelqu'un, par exemple, a un rendez-vous médical en journée, bah, qu'il puisse aller à son rendez-vous médical et puis revenir. Ce qui est important, en revanche, c'est qu'on puisse le savoir. Parce que comme on ne voit pas que la personne quitte le bureau, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous, on essaye de mentionner dans le canal random, celui où on se raconte un peu sa vie, etc. En disant, attention les gars, là je dois partir pendant 1 heure parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin, etc. À tout à l'heure, de manière à ce qu'on n'essaye pas de solliciter cette personne pendant son absence. Et l'idée, c'est d'avoir un peu aussi un peu de souplesse sans que ça déborde dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens où le patron ou le boss exige que tout le monde soit là tout le temps, de jour, de nuit, le week-end de la semaine, etc., ce qui est une dérive. Ou l'autre dérive, c'est que les gens se sentent surtout autorisés à ne pas travailler, qui serait une autre forme de dérive. Donc, il faut arriver à tenir ça, et le plus simple est quand même d'avoir quelque chose de bien cadré, notamment en termes d'horaire, mais après en y aménageant quand même de la souplesse, parce que l'idée aussi du télétravail collaboratif, c'est d'avoir aussi une certaine dimension de souplesse. Une dernière question, puisque nous avons déjà dépassé le temps de 10 minutes. Comme ça, en fait, je ramasse les trois dernières questions et puis tu feras ton mot de conclusion. La première, c'est comment faites-vous pour convaincre les collaborateurs résistants à l'innovation pour utiliser ces outils? Une autre question, un journaliste qui travaille pour une télé a besoin de connexion de haut débit pour envoyer des reportages à sa rédaction centrale. Y a-t-il d'autres outils pour faciliter son travail s'il est en mode télétravail? Et une dernière, la troisième, c'est quelle est la méthode pour pousser les grands débutants à s'approprier, par exemple, de Slack, Trello, Google, etc. Alors, sur la question de convaincre, en fait, moi, je n'ai pas eu trop ce problème parce que j'ai créé l'entreprise il y a 10 ans, et tous les gens qui ont été intégrés dans l'entreprise, quand je les ai recrutés, je leur ai dit, ici, c'est 0 mail dans l'équipe et on bosse avec des outils collaboratifs, ce n'est pas une option. Donc, si vous venez, c'est comme ça que ça marche. Donc, j'ai recruté des profils qui étaient a priori compatibles et intéressés par ce mode de travail-là. Et pour un certain nombre, quand je les ai recrutés, je leur ai dit, probablement, on va travailler là comme la plupart des gens travailleront dans 10 ans. Le coronavirus a un peu accéléré, je pense, les choses, mais j'étais pas loin de la vérité. Donc, j'ai pas eu à convaincre les gens, moi spécifiquement, mais j'ai recruté les gens sur comment dire, cette volonté d'adopter ce mode de travail. Si vous voulez convaincre les gens, et ce qui revient avec la dernière question sur les grands débutants, comment commencer? En fait, c'est ça la question qu'il y a derrière. À un moment donné, il faut être assez strict, limite un peu dictateur. Moi, par exemple, je sais que quand les gens arrivent, il y en a certains qui ne comprennent pas tout de suite et ils m'envoient des documents Word ou des documents Excel. Et je dis non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Je m'en fous de Word ou d'Excel. C'est parce que ça pose des problèmes. Un document Word, il y a toujours un problème de version. Parce qu'on l'a envoyé à 3 personnes, il y en a une qui a répondu le premier jour, la deuxième a répondu le deuxième jour, mais les corrections de la première ne sont pas intégrées dans la version de la deuxième, etc. On se retrouve. Quand on a des outils en ligne, comme Google Doc ou d'autres, il n'y a qu'une seule version, c'est celle qui est en ligne. Et si on va travailler dessus, sur cette version, on est sûr d'avoir tout le temps la dernière et la bonne version. On est sûr que toutes les corrections ou les commentaires qui ont été apportés s'y trouvent, etc. Donc, on ne perd pas du temps à rajouter des corrections ou avoir fait des corrections pour rien ou des commentaires pour rien, etc. Parce que finalement, on est parti sur l'autre version du document. Donc ça, à mon avis, travailler avec les Google Docs,
on peut arriver, je pense, à convaincre assez rapidement que ça a un intérêt parce que justement, ça évite les allers-retours. Donc ça, c'est ce que je dirais pour les grands débutants. Je pense que c'est plus facile, en tout cas dans les domaines qui impliquent pas mal d'éditorial, de commencer avec les Google Docs qui ont une connexion directe avec l'éditorial. Sur la question du haut débit nécessaire, le haut débit, il est nécessaire uniquement pour des gens qui ont de la vidéo à envoyer. Pour tout le reste, pour du texte, tout ce dont moi j'ai parlé, sans parler de vidéo, il n'y a pas besoin de haut débit. Il y a besoin d'un débit constant, régulier, fiable, stable. Il n'y a pas besoin d'un haut débit. Après, si ce qui est sous-entendu dans la question, c'est l'envoi de gros fichiers, alors là, c'est effectivement un peu plus compliqué. Il existe là aussi des outils collaboratifs, mais c'est vraiment un peu plus compliqué. Là, il faut vraiment avoir des grosses connexions. Ou sinon, on retombe sur l'envoi de fichiers avec des outils comme WeTransfer ou des outils comme Swiss Transfer, qui a été lancé par un hébergeur qui s'appelle Infomaniac en Suisse et qui permet, je crois, d'envoyer des fichiers jusqu'à 20 gigas. Donc, en général, ça permet de faire le job. Merci, merci. Clap de fin. Merci beaucoup. On, on te remercie pour nous avoir vraiment gratifié de cette session à Talakou, le plus africain des Français. On te donne rendez-vous très bientôt en espérant te revoir pour une autre session et puis tu vas saluer nos amis de Samsa et tous les amis de Paris. Et on vous souhaite une très, très, très bonne santé. Et on vous demande de prendre vraiment soin de vous et de votre famille. Le replay sera disponible sur YouTube très, très bientôt. Merci beaucoup. Puis merci pour l'invitation. Et puis j'espère que les restrictions de voyage seront bientôt levées, ce qui voudra dire deux choses, ce qui voudra dire que la situation avec cette pandémie va beaucoup mieux, et ce qui voudra dire aussi que je pourrai à nouveau venir en Afrique et que vous pouvez aussi venir voyager pour nous rendre visite à Paris, où les locaux de SAMSA sont toujours ouverts pour tous ceux qui passent pour venir faire un salut et venir voir où on est installé. Je vous salue tous. La nuit est tombée derrière moi, en fait. Hein. Je me rends compte là. Ouais. Bonne soirée à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Et puis, merci encore pour l'invitation. Et puis, si vous voulez me contacter, soit sur Twitter, @couve, soit sinon vous m'écrivez sur contact@samsa.fr. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.